La voix, Un souffle venu des trois océans, celui de nos dirigeants qui inspire et qui transforme le monde. Une silhouette dans l'ombre, et puis une rose rouge qui se détache, éclatante. C'est l'image qui me vient quand je pense à Samantha Tega. Elle ne parle pas de logo, ni de tendance. Elle parle de marques immortelles. Alors préparez-vous un voyage extraordinaire dans l'univers de Samantha. merci d'avoir Merci Marie. répondu à mon invitation. Merci pour l'invitation. Donc c'est bien ce que l'on dit, que sur les territoires ultramarins, le soleil ne se couche jamais. Au moment où on enregistre, donc c'est l'après-midi chez toi, et est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment se passe une journée type? Alors, une journée type, ça commence par un réveil vers 7h30 avec le premier café de la journée pour le coup. Généralement, je commence mes rendez-vous à partir de 10h. C'est là où je me sens le mieux et la plus attentive en fait. Et après, j'ai ma pause déjeuner qui est très très longue pour le coup. Par après-midi jusqu'à au moins 16h. Là, c'est vraiment des choses légères que je vais faire parce que je suis beaucoup plus productive soit le matin vers 10h midi, soit à partir de 16h jusqu'à 22h à peu près. Je travaille sur des dossiers en fonction en fait de comment je suis le plus productif. En fait, tu viens de nous expliquer que tu prends en compte ton chronotype, en fait. Oui, parce que c'est très important. Je me dis que en fait, si je fais attention à ça, comme je suis plus productive et donc mes stratégies sont nettement meilleures, en fait, le résultat est pour le client, il est mieux aussi. Bien Et sûr. donc, plutôt que de se figer sur des horaires, autant se figer sur un résultat et faire en sorte de rentrer en fait les heures où je suis le plus productif. Et comment ça se passe pour tes clients? Le fait que tu aies comme ça des horaires un peu décalés ou pas forcément des horaires de bureau conventionnels, en fait. Bizarrement, je n'ai jamais eu de retour négatif dessus ou bien des interrogations parce que j'ai des clients, par exemple, qui aiment bien en fin de journée, finalement, vers 16h30, 17h, avoir des rendez-vous à ces heures-là Ok. ou sinon le matin à 10h, ça ne les dérange pas. J'ai jamais eu de retour sur ça et je pense que ils sont un peu comme moi, hein. On est tous entrepreneurs, donc ils doivent savoir, en fait, ce que c'est. Tu sais, moi j'aime bien quand on commence un podcast, c'est installer une ambiance. Et dans ton cas, c'est vrai que, alors tu sais que j'adore ce que tu produis. J'adore parce que il y a un environnement qu'on ne trouve pas ailleurs, en tout cas que moi j'ai pas trouvé ailleurs, un peu Hitchcockien avec de fumer de cigare, avec les ombres qui se détachent et puis la fameuse rose rouge que l'on voit sur tes visuels. Et du coup ça m'a donné l'idée de te proposer de faire ton portrait sous forme d'affiche de cinéma. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Que oui, j'aime l'idée. Ok, très bien. Il y a quelque chose que l'on voit souvent dans tes affiches, c'est un jeu de lumière. Alors, si Oui. tu étais une lumière, qu'est-ce que tu choisirais comme type de lumière? J'aime bien la lumière rasante parce qu'en fait, elle dessine les contours et en fait, les ombres sont très marquées et justement, quand il y a la lumière aussi, c'est très marqué et donc du coup, ça met en lumière certaines choses, dans l'ombre certaines autres, mais en fait, ça donne un contraste vraiment assez intéressant, donc je dirais la lumière rasante. Et une matière. La cape d'un cigare. Ok. Voilà pourquoi on voit les cigares autant, sur mes visuels. La cape du cigare, en fait, pour moi, c'est une matière, déjà, c'est naturel et c'est un petit peu lisse, un peu satiné et puis il y a aussi, les petites nervures, en fait, des feuilles et en fait, ça donne du relief et en fait, j'aime bien le contraste, en fait, avec le côté lisse satiné, les nervures, en fait. Et si tu étais un plan de cinéma, ce serait lequel? Alors, je pense que ce serait un plan avec de la tension. Je dirais un plan rapproché. Ok. C'est-à-dire qu'on est un peu loin et en fait, on se rapproche un petit peu plus en y mettant un peu de tension avec peut-être un flou qui commence à devenir un peu plus clair. D'accord. Je pense Donc, que ce ça serait un genre de travelling, c'est ça? Où on découvrirait le personnage principal. c'est ça. Effectivement, j'ai remarqué que dans tes visuels, que tu joues beaucoup avec cette notion d'apparence, de faux semblants aussi. Donc c'est une thématique que je te proposerai d'aborder parce qu'effectivement, lorsque l'on parle des territoires ultramarins, il y a énormément
de jeu d'apparence, il y a des images que les personnes ont qui sont pas forcément la réalité. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui, pour nous expliquer aussi quelle est ta réalité. Et si on continue sur cette affiche de cinéma, quel serait le symbole que l'on verrait du premier coup? Alors, j'hésite entre la rose, qui est une évidence par rapport à la marque Eh oui, Immortelle. Je dirais un cœur dessiné à la main. C'est pas un cœur qui est parfait, c'est un cœur rouge avec le trait dessiné à la main, avec un côté un peu court, un côté un peu plus bombé, qui n'est pas forcément fermé. Non, il a ses petites imperfections. C'est ce symbole-là qu'on verrait, je pense. pas de symétrie sur le Non. cœur. C'est intéressant ce que tu dis là parce que je trouve que ça révèle déjà ta personnalité que je connais un petit peu. Parce que ce que je rappelle, c'est que j'invite des personnes pour lesquelles j'ai eu un coup de foudre professionnel, hein. Et c'est vraiment le cas pour toi. Par exemple, dans tes visuels, quelque chose de très travaillé, esthétiquement parfait. Et en même temps, tu nous parles de ce petit cœur qui ne l'est pas forcément. Et quel Oui. est le lien finalement avec ton activité, avec la manière dont tu accompagnes tes clients? En fait, j'aime beaucoup le côté esthétique, mais il faut savoir que j'aime aussi tout ce qui est naturel et je vais jamais contre qui on est, ce que l'on est. Et ce que l'on est, ben, il y a des défauts, il y a des qualités, il y a des, enfin, c'est pas parfait, mais c'est, je veux dire ça, c'est parfaitement imparfait. Voilà, comme la chanson de Jeune Légende. En fait, c'est un peu comme le kintsugi japonais, où en fait, on prend quelque chose qui est cassé, donc une vaisselle cassée, on met de l'or et ça rend ce vase ou bien cette tasse plus jolie et en même temps qui a plus de valeur. En fait, les imperfections, pour moi, sont à valoriser parce que déjà, elles nous humanisent et parce que c'est ce qui fait qu'on est nous, en fait, et qui fait la beauté, en fait, de ce qu'on est. Il y a vraiment ce côté où on va prendre la personnalité, les imperfections, les défauts du fondateur, et on va en faire quelque chose de puissant visuellement. Donc c'est Ok. pour ça que mes visuels sont beaux, mais derrière, il y a comme du travail. Bien sûr. Et justement, ça me permet de faire la transition avec ton job. Tu es stratège de marque. Est-ce que tu veux bien nous dire ce qu'est un stratège de marque? Alors le stratège de marque, ben, c'est une personne qui va créer l'image de marque d'une entreprise. En gros, créer une image de marque. Alors, je vais préciser quand même. Identité et image de marque, c'est très important. Mhm. En fait, c'est comment la marque veut être perçue de son public. Et donc, du coup, on va travailler tout ce qui est en interne et voire même visuellement pour créer, en fait, cette perception et que la personne enfin, qu'on veut atteindre nous perçoive exactement de la manière dont on veut être perçu. On crée la stratégie pour amener cette personne à voir qui l'on est et la perception que l'on voudrait qu'elle ait de nous. Et en même temps, c'est très puissant parce que juste avant, tu m'as dit, mais l'idée, c'est aussi de mettre en avant, qui est le cas de Kintsugi, c'est réellement, enfin, pas uniquement ce que l'on a envie que la personne perçoive, mais finalement la réalité. Puisque tu dis, moi, je ne suis pas là non plus pour gommer les imperfections, hein, c'était l'expression que tu as choisie. Oui, en fait, il y a une phrase où on va normalement, qu'on devrait répéter assez souvent, c'est qu'il ne faut jamais construire quelque chose sur un mensonge. Il faut toujours construire sur la vérité parce qu'en fait, les mensonges, il faut s'en souvenir, ça demande une charge mentale énorme. Voilà. Alors que la vérité, c'est plus simple parce qu'on la connaît et donc si on doit la dire, ben, on la dira, ça viendra naturellement. Il y aura juste une manière en fait de l'amener pour que ben, la personne en face puisse comprendre ce qu'on veut ramener en fait concrètement. Parce que c'est pas uniquement pour moi que je le fais aussi pour la personne qui est en face. Donc il faut que Bien la sûr. personne en face soit en adéquation avec le message que je lui délivre. Un jour, on a eu un échange toutes les deux. Tu me disais que tu pars toujours du fondateur. Ce n'est pas la marque elle-même, mais c'est partir du fondateur, c'est ça? Oui, alors par rapport à moi, ce que je veux ramener, Mhm. par rapport, ben, justement à la marque Immortelle, pour moi, il est vraiment important qu'on parte du fondateur parce qu'en fait, c'est lui le plus gros pilier, en fait, de son entreprise. Si lui ne suit pas, le reste ne suivra pas. Et donc, pour moi, c'est important de voir comment il est le fondateur et de ne surtout pas dénaturer, en fait, sa vision et lui dire: «Bon, bah, ça va pas fonctionner, change de personnalité», ou bien je sais pas, voilà, c'est pas le but parce qu'en fait, on a tous
quelque chose à amener et il ne faut pas aller regarder ce que les autres font, il faut aller chercher au fond de soi et pouvoir monter ça en puissance et avoir un impact et bien évidemment, ben, c'est l'être humain qui est derrière un business. Ça peut être froid, mais c'est quand même un être humain qui est derrière. Donc c'est vraiment important qu'on parte du fondateur. Tu ne crées pas une marque avec une tendance, avec un logo. Toi, tu pars vraiment de l'humain, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Pour moi, on peut pas créer quelque chose qui dure dans le temps avec des tendances, parce que les tendances, c'est bien ce que c'est. Ça arrive et ça repart, alors qu'une personne, ben, elle reste là, en fait. Bien sûr. Elle va peut-être évoluer, mais intrinsèquement, elle restera la même parce que c'est sa personnalité, c'est comme ça qu'elle est. Et donc, autant miser, on va dire, sur ce qui reste et qui restera à jamais. Donc, le fondateur. Et une marque immortelle. C'est aussi ce Ouais. que j'ai énormément aimé dans ton concept, dans ta manière de faire. Donc, il y a effectivement cette authenticité que l'on voit immédiatement dès qu'on est en contact avec toi. Et il y a cette notion de marques immortelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marque immortelle? Immortel, c'est une marque qui va être créée par un fondateur, fondatrice, voilà, et qui aura un impact certain sur la société. Donc un impact positif, je tiens quand même à le préciser, voilà, un impact positif qui va perdurer des générations et des générations ben, après sa disparition. Donc moi, une fois que je serai partie, toi, une fois que tu seras parti, ben en fait, nos entreprises et nos marques continueront à impacter le monde. Ok. Donc, en fait, tu proposes quelque chose dont tout le monde rêve. C'est notre propre immortalité à travers la marque. C'est exactement ça. Ça signifie, de ce que je comprends entre les lignes, que cette marque, qui au départ vient de la personnalité du dirigeant, donc ça signifie aussi derrière pour toi tout un travail pour que cette personne accepte aussi d'aller regarder sa personnalité, ses points forts, mais aussi ses zones de vigilance. Et donc ça signifie que de ça, tu vas amener cette marque à naître en quelque sorte, puisque si elle est immortelle, elle aura aussi sa propre existence. Oui, c'est exactement ça. On va partir du fondateur, mais après, c'est vrai que la vision, quand on a une grande vision, à un moment donné, on sera plus seul. On aura des équipes, on aura des personnes, justement, les bonnes personnes, pour nous aider à donner vie à cette vision. Et à un moment donné, ben, cette vision ne nous appartiendra plus vraiment, puisqu'en fait, on est le canal par lequel cette vision passe, mais elle est censée nous dépasser. Et donc cette marque va vivre avec son propre cycle, en quelque sorte, c'est là. Exactement. Ok, Ouais. très bien. Et comment ça t'est venu, cette expression de marque immortelle? Je trouve ça très beau, très en lien d'ailleurs avec ton champ lexical, avec ton environnement un peu mystérieux, etc. Parce que marque immortelle, ça interpelle, hein. Histoire intéressante, j'étais à un brunch en fait avec d'autres entrepreneurs et en fait on était en train de discuter et l'une d'entre elles nous a demandé de dire en 2 mots ce qu'on vendait. Un bel exercice à faire d'ailleurs. Tout à fait. Et moi en fait ce qui m'est venu, c'était marque immortelle. J'ai sorti spontanément marque immortelle et depuis en fait c'est resté. J'ai hésité entre éternel et immortel, mais je trouvais que immortel était beaucoup plus fort. Et donc, du coup, ben, voici la naissance de Marc Immortel. Merci pour cette explication. Tu as un concept qui est très particulier avec un cheminement du fondateur qui fait ton originalité aussi, je pense, sur ton marché. Est-ce que cette approche, à un moment, ça t'a amené des défis? Parce que je suppose que toutes les personnes qui veulent créer une marque ne sont pas forcément dans cet état d'esprit-là. Oui, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de défis. Parce que, en fait, je me suis rendu compte, c'est une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé quand j'ai créé mon entreprise. C'est qu'en fait, créer une marque immortelle, ça demande d'aller puiser, en fait, en nous. Ouais. Et tout le monde, en fait, n'est pas prêt à ça parce que ça demande vraiment une introspection révélatrice, transformatrice. Là, on est sur la pyramide, enfin, le numéro 5 de la pyramide de Maslow, donc accomplissement. Donc, faut avoir des bases très solides. Et en fait, ben, tout le monde n'a pas encore ces bases-là. Donc, tout le monde a la volonté d'arriver à cette base-là, mais n'y sont pas encore. Et je me suis rendu compte que ça réveillait certaines choses chez certaines personnes. Et donc, du coup, il y a des moments
enfin, j'ai eu des interactions qui pour moi étaient assez violentes à recevoir pour le coup. Il a fallu gérer ça. Il y a aussi le fait que ben ça peut déranger parce que on va quand même transformer le monde, amener quelque chose de différent et de nouveau. Et quand le monde n'est pas prêt forcément à ça, ben on a des retours. Mais après, il y en a qui acceptent. Donc, Et qu'est-ce qu'il y a derrière les retours dont tu parles? Est-ce que c'est des personnes qui veulent créer leur marque, elles n'ont pas conscience que la marque reflète aussi leur propre personnalité et que, comme toutes les images, il y a des personnes qui ont du mal avec leur image. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui serait lié à la notion de pouvoir? Parce que la marque, c'est aussi un pouvoir. C'est un pouvoir d'action sur le monde. D'ailleurs, tu disais transformer le monde. Est-ce que derrière, sans faire de la psychologie de bar, mais est-ce que derrière, il y a cette notion d'acceptation de soi, de peut-être peur de perdre un pouvoir ou de découvrir, pourquoi pas, son pouvoir? Est-ce que c'est quelque chose que tu as analysé? oui. Alors, je pense que c'est surtout le fait de se rendre compte qu'on ne se connaît pas si bien ou qu'on se connaît bien, mais qu'on voit que on n'est pas encore là où on voudrait être ou qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour atteindre nos rêves. Et donc, ça peut être, je pense que ça peut être challengeant Mm. de se rendre compte qu'en fait, on avance dans la vie, on a l'impression de faire plein de choses et de se rendre compte que finalement, ben, on n'a pas encore atteint ce stade-là. Et en termes de pouvoir, ça peut être le pouvoir est quand même un petit peu mal perçu aux Antilles. C'est pas forcément très positif, ou en tout cas, on nous l'a pas vendu comme quelque chose de Mm. positif. Du coup, je pense qu'il y en a qui peuvent se dire, voilà, c'est malsain ou ce genre de choses, alors que pas du tout. Parce que l'idée, moi, pour moi, c'est justement de donner le pouvoir, enfin de donner. Ils l'ont déjà le Bien sûr. pouvoir, mais de révéler ce pouvoir qui puisse en fait transformer le monde et amener quelque chose de positif. Je vais donner une ref assez d'une de ma série préférée, qui est assez Vas-y, vas-y. étonnante, qui est The Walking Dead, voilà. Et en fait, dans la série, à un moment donné, ils se disent, mais en fait, on est ceux qui doivent vivre. Parce que, en fait, tout simplement, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ont toujours eu cette volonté de créer un nouveau monde et tout le monde serait bien, où les êtres humains ne s'en tueraient pas entre eux alors qu'il y a déjà des zombies un peu partout. Et du coup, pourquoi on devrait laisser les méchants nous tuer, entre guillemets, alors que nous, on est là pour le bien. Et c'est exactement ça que je veux amener. Parce qu'en fait, le pouvoir, on doit l'avoir, mais on doit le diriger vers quelque chose de positif, en fait. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est justement apprivoiser son pouvoir. Et pour apprivoiser son pouvoir, déjà, c'est le fait de dire je suis le pouvoir et non pas j'ai du pouvoir, parce qu'effectivement, à partir du moment où je dis j'ai du pouvoir, ça signifie que je l'ai acquis, mais que je peux aussi le perdre. Alors que je suis persuadée, ça fait 17 ans que j'accompagne des dirigeants, que la notion de pouvoir, elle est vraiment, c'est je suis le pouvoir et la puissance. Et à partir du moment où je suis au clair avec ça, le pouvoir, c'est moi. Donc effectivement, je vais le diriger comme je veux et l'autre ne peut pas me le prendre. C'est une très belle façon. Honnêtement, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Et quand tu me l'as dit, je suis le pouvoir, je me suis dit, mais en fait, c'est totalement ça. Parce que c'est en fait comme on se sent à sa place, on a le pouvoir, on est à sa place, on est bien. Et en fait, cette place, on essaie d'aller la chercher ailleurs, alors qu'en fait, elle est en nous. Et Bien donc sûr. le pouvoir qui va avec. Et je trouvais ça hyper puissant. C'est Donc vrai que, merci du partage. mais je t'en prie, c'est vrai que cette notion du verbe avoir au verbe être, ça change complètement tout, quoi. C'est-à-dire que le dirigeant est vraiment incarné dans sa posture. C'est-à-dire qu'il se pose plus cette question de est-ce que je suis à ma place? Et à partir du moment où je suis le pouvoir, ma marque, elle m'incarne de toute façon, ou je l'incarne, tu vois. Et c'est vrai que de ce fait, ça signifie aussi que je suis mieux armée, mieux équipée pour déléguer, on en a parlé tout à l'heure, et pour effectivement faire que cette marque devienne réellement immortelle hein, et qu'elle puisse exister.
d'elle-même, hein. En fait, c'est exactement ça. Ça parce que quand, je fais, la stratégie, je m'as parlé de délégation et c'est vrai que c'est l'une des choses qui est hyper compliquée pour un chef d'entreprise finalement. Mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'ils ont pour moi, le curseur, il a été placé au mauvais endroit. On se dit qu'on doit connaître, par exemple, le métier, tous les métiers en fait. On est chef d'entreprise, on doit connaître tous les Tout métiers à fait. pour pouvoir déléguer. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de déléguer à des personnes qui vont nous Exact. apprendre. C'est l'inverse. Et en fait, pour pouvoir déléguer sereinement, il faut pouvoir connaître son business et soi-même, en fait. Et c'est ça la différence. Il faut qu'on se connaisse et il faut connaître nos business. Et la stratégie de marque est là pour ça. Parce que c'est vraiment, on va construire toute la personnalité, l'identité visuelle, tout. On va se connaître et donc ce sera plus facile de déléguer à quelqu'un qui a notre vision, qui a nos valeurs, avec qui en fait on peut partager des choses et qui va emmener la marque vers la vision. C'est un peu, je crois que c'est Steve Jobs qui allait boire des verres ou des bières avec quand il passait des entretiens et il se disait est-ce que j'ai envie de continuer à boire Sûr, des bières avec cette personne ou pas? tout Ben, à en fait. fait, il y a ça et il y a aussi le fait de est-ce que cette personne va se donner les moyens et aura envie de donner vie à cette vision. Donc, est-ce qu'elle sera impliquée, en fait? Et c'est ça toute la différence. C'est pas avoir des compétences. Les compétences, c'est bien, mais ça s'acquiert. Tout à fait. Par contre, la volonté d'arriver à une vision, c'est plus différent. Ça, c'est super important. Là où tu as raison, c'est que la compétence technique, elle a une durée de vie qui est très limitée, surtout maintenant. Donc ça signifie que, et je pense que ça va aussi intéresser les dirigeants qui nous écoutent et qui n'osent pas déléguer, justement avec cette notion de pouvoir, hein. Si je délègue, je perds du pouvoir, mais si tu es le pouvoir, tu ne le perds pas. Il y a des spécialistes, hein. Tu vois, si demain je veux travailler sur ma marque, c'est évident, Samantha, que je viens vers toi. Parce que j'ai vu ce que tu fais, je sais que ça va correspondre aussi à mon niveau d'exigence, hein. Et c'est un point que j'aimerais bien qu'on aborde toutes les deux, parce que je sais que tu as un niveau d'exigence qui est très élevé, et je trouve ça génial de travailler avec quelqu'un qui, pendant le temps de la collaboration, a aussi ce niveau d'exigence comme si c'était sa propre marque. Chaque concept naît d'une étincelle. Donc là, effectivement, tu viens de nous parler de ta manière de voir ton métier, de voir l'accompagnement de tes clients. Et au tout début, c'était quoi l'étincelle alors? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu te dises, eh ben, je deviendrai stratège de marque? En fait, comme j'aime bien le dire, parce qu'on me pose souvent cette question et je peux pas répondre avec un instant précis parce que pour moi, c'était vraiment tout le cheminement de ma vie qui m'a amenée ici, en fait, à devenir stratège de marque. Parce que j'ai eu des épreuves professionnelles pas forcément évidentes, en même temps révélatrices, parce que pour le coup, je suis restée debout, je suis restée moi-même, j'ai continué à avancer et ça m'a permis de voir en fait que j'avais du potentiel. Parce que bon, c'est pas pour dire, je pense que mes profs ne misaient pas forcément sur moi, hein, on va pas se mentir. J'étais un petit peu perdue en termes de survie, donc pour moi, le futur n'existait pas, le passé n'existait pas. J'étais un petit peu trop présente dans le présent, en fait, mais dans un présent qui m'enfermait. Et certaines épreuves m'ont permis de sortir un peu de cette boucle et de me rendre compte, en fait, que j'avais du potentiel. Ces épreuves professionnelles, dont une hein, qui m'a amenée à la dépression, finalement, ça a été plus révélateur. Et c'est ce qui m'a poussée justement vers le branding parce que j'y ai rencontré un autre professionnel qui m'a permis de découvrir mon mode opératoire, donc concrètement comment je fonctionnais. Ensuite, je suis partie faire une formation de wedding planner, mais rien à voir avec la stratégie de marque. Mais si, Ça n'a parce rien que à c'est une voir. histoire d'amour, hein, la stratégie de marque. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Oui, Mais oui, c'est c'est une une histoire histoire d'amour. d'amour, c'est vrai. Du coup, ben, après le wedding planning, je suis rentrée en Martinique, il y avait le Covid. Et donc, du coup, ben, pendant le Covid, je devais réaliser mon concept, qu'est-ce que j'allais faire pour me démarquer de toutes les wedding planners qui existaient. Et en fait, je crois que alors, pardon, j'ai pris mon pied à faire ça. Vraiment, à développer le concept, à développer mes offres, à développer l'identité visuelle, à créer en fait tout ça.
Et je me suis dit: «Est-ce que finalement, c'est pas ce que j'ai envie de faire le reste de ma vie?» Alors peut-être pas, Mais mais une partie en tout cas. voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis, intéressée au brand design et après le brand design, je me suis dit: «Oui, c'est bien l'esthétique, c'est beau, mais il me faut autre chose. Mon cerveau, il est pas encore rassasié». Donc c'est là que j'ai découvert le branding et du coup, je suis allée, chercher, m'informer. J'ai lu des livres, américains, pour comprendre et j'ai développé mon propre concept de marque immortelle, par rapport à ça et c'est vraiment un cheminement, je dirais, personnel et professionnel. J'ai ce côté, très indépendante, et autonome et que je veux aussi que mes clients aient, ce côté très indépendant et autonome parce que, j'ai eu un père dépendant, à l'alcool. Je crois que j'ai développé une espèce de phobie, de tout ce qui est dépendance, dépendre de quelqu'un, de quelque chose, ça me rend phobique et du coup, pour moi, c'est important que mes clients, en fait, puissent être indépendants. Parce que je trouve que c'est comme ça qu'on garde son pouvoir, qu'on garde, son contrôle. Enfin oui, tu me diras, on est le pouvoir, donc normalement ne pas cesser d'être perdre. Et je te remercie Et vraiment donc du coup, pour ce moment-là qui est très intime, puisque tu expliques aussi l'histoire hein, de ta vie avec tes parents, comment ça va impacter le leader que tu es aujourd'hui. Et ça, c'est un élément qui est important, tu vois. Lorsqu'on travaille sur le leadership, c'est aussi le leader que je suis, le dirigeant que je suis aujourd'hui, c'est aussi les 1000 visages de leaders que j'ai rencontrés dans ma vie et c'est aussi lié au lien d'attachement. C'est-à-dire que quand tu dis mon père était alcoolique et j'ai une phobie de tout ce qui est dépendance, mais ça c'est un élément qui est fondamental. C'est-à-dire que on n'a pas tous le même leadership, on n'a pas tous la même relation avec nos clients ou avec nos collaborateurs. Et c'est important d'aller aussi chercher ce qui dans notre histoire impacte positivement ou négativement, mais impacte, parce qu'il n'y a pas de jugement à poser là-dessus, impacte notre manière de fonctionner. Et tu sais, quand tu dis qu'une marque, elle est immortelle, l'immortalité, c'est aussi cette capacité à pouvoir regarder son passé sans jugement, juste dire ça a fait partie de ma vie, à se dire cet élément-là a encore un impact aujourd'hui et voilà ce que j'en fais. Et là où tu as parfaitement raison, c'est que si on n'a pas cette capacité, cette maturité à aller regarder notre passé, on ne pourra pas créer notre futur. C'est évident. Je trouve que encore plus sur nos territoires hein, ultramarins, où il y a eu justement une histoire qui n'a pas toujours été très simple, qui a souvent été douloureuse. Hein. L'histoire de décolonisation, l'histoire de l'esclavage, etc. Et je pense que ça aussi, ça impacte hein, que l'on est aujourd'hui, nous, dirigeants ultramarins. Ça me permet d'aborder un autre sujet avec toi. Tout à l'heure, je t'ai dit que dans tes visuels, j'aimais beaucoup ce côté où tout n'est pas montré du premier coup. Il y a un jeu d'ombre, de lumière, etc. Et justement, tu me disais que quand tu es revenu sur ton territoire, donc ça signifie que à un moment tu es parti de ton territoire. Et quels sont les faux semblants, les clichés, voire les manipulations auxquelles tu as été confronté justement sur l'image des territoires ultramarins? alors, je dirais la première, c'est, qu'il faut que tu aies ça c'est quelque chose qu'on m'a répété, mais tellement souvent et je me dis: «Mais je comprends pas». C'est pourquoi tu veux que mon ambition ait la taille de mon territoire, en fait. Parce qu'on me ramenait toujours à cette, réalité du territoire. Enfin, il faut faire attention parce qu'en Martinique, c'est comme ça que ça se passe. Écoutez, je suis venue pour révolutionner tout ça, donc je vais pas vous écouter, tout simplement. Voilà et c'est ce que j'ai envie de ramener parce qu'en fait, cette réalité, elle nous sert plus du tout et avancer et rêver grand. Franchement, c'est très cliché, mais visez la lune, vous ne savez pas, peut-être que vous atteindrez les étoiles et donc c'est se laisser l'opportunité, d'arriver bien plus loin qu'on ne pouvait l'imaginer, en fait. Je trouve ça super parce que cette notion de pourquoi veux-tu que je rêve,
la taille de mon territoire. Ça veut bien dire qu'on a quelque chose à apporter au monde. On a eu une histoire, elle fait partie de notre vie, mais ça ne résume pas notre vie. C'est ce que je dis souvent, on peut avoir un pied dans notre culture et aussi avoir un pied dans le monde et être ouvert au monde. Et c'est exactement ce que tu dis là. C'est bien sûr, je viens d'un territoire avec son histoire, mais je veux amener autre chose. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point notre histoire, c'est notre point fort. Parce qu'en fait, Exactement. tout ce qui est pressurisé, tout ce qui est malmené, tout ce qui est mal aimé, ou je saurais pas comment le dire exactement, mais je pense qu'on va comprendre ce que je dis. C'est ce qui révèle en fait une personne et c'est ce qui fait sa force finalement. Voilà. Et donc je pense qu'on est puissant parce qu'on a vécu cette histoire et que en fait on ne peut pas laisser cette histoire être frein, on doit l'utiliser comme un atout en fait et se dire ok, j'ai vécu ça, mais je peux m'en servir pour aller conquérir le monde, Bien l'espace sûr, si on veut aussi, hein, bien voilà. sûr. Et c'est justement la philosophie même du kintsugi. C'est on ne jette pas l'objet qui a été cassé, on prend le temps de le réparer et de le rendre beau. Exactement ça. Oui. Et c'est ce qui fait aussi que l'on soit dans une nation plurielle. Souvent on dit l'outre-mer, hein, mais non, l'outre-mer n'existe pas, il y a des outre-mer, hein, parce qu'il y a des histoires Mm. différentes. Et l'idée c'est justement que tout ça, ça fasse une nation plurielle, inclusive, réussie en fait. Et c'est exactement ce que tu décris là. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette notion de mon ambition, elle s'arrête pas à mon territoire. Donc Non. ça signifie que les coopérations non plus. Exactement ça, en fait. En plus de ça, il y a des Antillais partout dans le monde, finalement, parce que on est plus limité, on a des avions, on a Internet, on a les réseaux sociaux, enfin, on a plein de moyens qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a des possibilités qui sont infinies, quoi. Donc, faut aller chercher ces opportunités, gratter, voir ce qui peut se passer, prendre des risques. Parce Tout que à moi, fait. j'ai envie de dire, on est devenu entrepreneur, c'est un risque, donc autant aller jusqu'au bout. Voilà. Et pour toi, justement, en tant qu'entrepreneur, tu parles de risque, mais qu'est-ce qui est le non négociable pour toi? Quelle est, j'allais dire, ta colonne vertébrale sur quoi tu ne transiges pas? Mon intégrité. J'ai mis du temps à trouver cette valeur et je crois que c'est mon intégrité justement qui m'a forgée parce que malgré on a essayé de me manipuler, malgré on a essayé de me rabaisser, malgré on a essayé de faire plein de choses, ben, je suis restée moi-même, je n'ai pas changé et même dans l'entrepreneuriat, ben, ça a été aussi très très difficile parce que j'ai eu des personnes qui ont essayé de me dire hello petite, descends un peu, voilà. Et j'ai finalement dit ben non. Et c'est parce que ben, je suis intègre envers moi-même et ben si je suis intègre envers moi-même, je le suis aussi envers les autres. Et en fait, cette valeur personnelle, elle est très très importante dans mon milieu professionnel aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en number one et que ça c'est mon non négociable. Quel est le type de client avec lequel vraiment ça matche le plus? Qui tu accompagnes? C'est quoi ton persona? Enfin, les personnes qui sont assez folles pour croire qu'elles peuvent changer le monde. Ok. Voilà. C'est un petit peu ça, mais ce sont des personnes qui sont naïvement, mais c'est un bon naïf, naïvement dans cette envie de se dire, bah, en fait, il y a des choses qui ne vont pas et je peux apporter quelque chose, je peux faire la différence. Et c'est vrai qu'il y en a, je les vois, ils se rendent pas compte de tout ce que ça demande, etc. Mais ils ont cette envie. Ben, ils sont déterminés, pour la plupart, à y arriver. J'ai des clients qui sont partis vraiment de très très loin et de voir à quel point ben ils ont pas lâché l'affaire. Ça fait quand même 2 ans. Je trouve ça admirable. Et c'est en fait ce type de personnes que j'ai envie d'accompagner, des personnes qui ont envie de se dire, ben, j'ai un truc positif à amener à ce monde, donc tu me donneras les moyens d'y arriver. Tu sais, ça me fait penser à cette citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Hein, c'est exactement ça. C'est de croire en son rêve. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, rêver grand, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est vraiment ça qui est
qui va déterminer si, on va atteindre la marque immortelle ou pas finalement. Parce que il faut tenir bon et comme, j'ai dit, hein, si on a quelque chose de positif à apporter, pourquoi c'est à nous de nous taire, en fait? Bien sûr. Non, c'est à nous de parler et de prendre de la place. Dans ton univers, il y a les volutes de cigares, il y a ce jeu de lumière, il y a des femmes très fortes. Et d'ailleurs, j'avais fait un post LinkedIn en taguant des femmes fortes et j'avais dit que tu étais une femme de pouvoir. Et je le crois profondément. Ma question, c'est dans le monde de l'entrepreneuriat, quand on est une femme de pouvoir, comment ça se passe? Quels sont les défis? Ouh, la belle question. Les défis, je pense que là, si je devais en nommer un là tout de suite, parce que c'est d'actualité, c'est les collaborations qui sont, limite impossibles à faire. Ça reste ma perception et ma manière Sûr. de voir les choses, d'interpréter les choses du moins, c'est de se dire qu'en fait, ces personnes, en fait, nous voient bien à notre place et se disent: «Ça a l'air chouette là où tu es, mais je veux être là». Et donc du coup, ils vont essayer de vouloir prendre ta place ou bien pour vouloir te dominer. Alors qu'en fait, je pense que la plupart des femmes de pouvoir sont celles qui, se disent: «Ben, j'ai du pouvoir, j'ai pas besoin de me battre avec qui que ce soit. Il y a de la place pour tout le monde, si tu veux t'asseoir à ma table, il y a pas de souci». Ça, je trouve ça extrêmement dommage parce que bizarrement, je l'entends pas. J'ai jamais eu de retour pareil chez les hommes. Les entrepreneurs, j'ai jamais entendu: «Ouais, c'est difficile de collaborer avec telle ou telle personne, et cetera». Et ce sont souvent des femmes qui me font cette remarque. Ça, c'est un gros défi, c'est très challengeant et je pense que ça peut aussi intimider les hommes. Coucou messieurs. Et tu as des clients et des clientes. Est-ce que tu as des clients? Oui, Et comment ça se passe alors? ça se passe bien, très, très bien en fait. Ils sont contents parce que, ils ont, cette envie, de développer quelque chose et ils ont enfin un endroit où, ils peuvent, lâcher leur ambition, ils peuvent dire: Ok, «Bah, ça», donc ça se passe, très bien. ok. Parce que effectivement, je te connais un petit peu mieux maintenant. Tu es une femme de pouvoir, mais tu ne fais pas démonstration. Tu es vraiment dans l'accompagnement et c'est ce que j'aime dans ta façon de faire. Et enfin, je sais pas si c'est parce que c'est une vocation et comme j'ai cette vision, qui enfin limite elle m'appartient pas, moi je suis juste le canal par lequel, cette vision, on va dire, passe. Je sais pas et je trouve qu'on est plus puissant justement quand on n'a pas besoin de parler, de crier et j'ai pris du temps parce qu'à un moment donné, on me disait: «Mais il faut que tu te montres, il faut que tu te montres, il faut que tu parles, il faut qu'on te voie» et bizarrement, c'est quand j'ai commencé à me retirer et à moins se montrer que les choses ont changé. Bizarrement. Donc je me dis: «Peut-être qu'on nous a un petit peu menti en quelque part». C'est vrai que, Voilà. par exemple, j'ai vu ton post d'hier avec cette photo de toi. Parce qu'effectivement, il y a souvent une femme sur les photos, mais ce n'est pas toi. Non. Hein. Et hier, pour la première fois, j'ai vu sur un de tes visuels ta photo que j'ai trouvée extrêmement puissante où tu avais la tête baissée. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que on peut être une femme de pouvoir sans se mettre à crier, à exiger qu'on nous regarde. C'est juste être. Hein. Et ce visuel d'hier, c'est justement cette force-là. C'est ce que j'appelle moi les femmes de pouvoir, c'est-à-dire que le regard baissé a presque beaucoup plus de pouvoir que le fait de regarder, presque de dominer l'objectif. C'est ce que j'aime aussi dans ton accompagnement. Ça rassure parce que tu es une femme forte de pouvoir et qui accompagne, qui n'impose pas son pouvoir. Et ça, je trouve ça extraordinaire. J'aime bien dire que mon pouvoir, c'est d'aider les autres à, trouver le leur. Donc C'est du super coup, important. il faut pas étouffer. Il faut justement créer cet espace où, ce pouvoir pourra en fait s'exprimer, librement. Et on est dans cette volonté de liberté et de rendre l'autre autonome. Hein. Exactement ça. Parce que je pense que les entrepreneurs donnent beaucoup de pouvoir, je pense parce qu'ils ont peur, ils sont un peu enfin, c'est un métier, très insécure pour le coup et cette insécurité, elle nous fait faire de belles bêtises et parfois on a tellement peur
que finalement, ben, on essaye de trouver du réconfort ou de l'aide ailleurs, sauf que quand on va demander cette aide, on va se mettre en position, je dirais, de faiblesse un peu, de victime, et donc du coup, à ce moment-là, on donne du pouvoir. Alors que quand on est un peu plus posé, on se dit oui, là, j'ai besoin d'aide, mais en fait, je garde mon pouvoir, je sais qui je suis et je sais ce que je veux, et que tu puisses obtenir ce que tu veux, mais sans que ça dénature ou sans que tu t'appuies sur cette personne en te disant tout ce qu'elle dit, c'est paroles d'évangile. Et donc, le but, justement, avec la marque immortelle, c'est que les clients soient pas du tout comme ça. En fait, c'est la C'est-à-dire marque qui que rend libre, hein. exactement ça. Effectivement, c'est puissant de dire que je peux faire appel à un professionnel pour ses compétences. Pour autant, la personne qui décide, c'est moi. C'est exactement ça. Oui. Et c'est vraiment ce niveau-là que je veux, parce que je vois aux Antilles, chez nous, c'est qu'on écoute trop les prestataires. Et alors que non, on est aux commandes de notre business. Donc si ce que tu es en train de me dire, c'est pas bon pour moi, je te dirais non. Tout à fait. Et c'est aussi cette capacité à se mettre d'égal à égal avec la personne qui va nous accompagner sur un sujet, oui, bien sûr. Tout à l'heure, tu disais que à un moment de ta vie, tu étais trop dans le présent. Donc, tu as fait un travail sur ton passé pour pouvoir te projeter. Dans 10 ans, que devient ta Mmh. marque? Et qu'est-ce que toi, tu deviens? Puisque ta marque a son existence propre. J'espère qu'à ce moment-là, elle sera complètement autonome et des immortels qui m'accompagnent, pour le coup, voilà, dans cette entreprise. J'espère dans 10 ans qu'on commence à avoir de l'impact un peu en dehors des territoires des outre-mer, donc ultramarins, et qu'on puisse répandre un peu cet impact. Et moi, de mon côté, ben, j'essaierai de faire connaître cette marque. Je resterai ce canal et ce vaisseau par lequel, en fait, on passera pour connaître cette marque. Et de quoi as-tu besoin aujourd'hui pour justement franchir la prochaine étape? Ben, j'ai besoin de plus d'entrepreneurs, voilà, qui ont envie justement de créer cette marque immortelle et peut-être des collaborations aussi, hein. Enfin, à qui ça parle et qui veulent créer ça pour eux ou bien même pour leurs clients. Surtout que moi, j'ai construit mon entreprise de façon à ce que ça s'adapte à tous les niveaux. Donc, qu'on soit petit entrepreneur, enfin, on vient de commencer, on est déjà un peu avancé, on est corporate, mais en fait, qu'on puisse atteindre cette marque immortelle. Donc, une entreprise comme la mienne, hein, qui a 17 ans, peut trouver un intérêt à venir travailler avec toi. Une entreprise qui n'est pas encore née, le dirigeant est en phase de gestation de son idée, etc., peut aussi travailler avec toi. Oui, j'ai vraiment travaillé tous les niveaux. Pour moi, je peux pas délaisser qui que ce soit parce que plus il y a de marques immortelles, mieux c'est, plus il y a d'impact, plus le monde se transforme. Donc, on va du berceau, si on peut dire, à l'âge adulte. J'ai vu que tu avais publié un post sur LinkedIn sur le branding de la Martinique. J'ai trouvé ça génial. Est-ce que tu veux Ouais. bien nous partager cette réflexion? C'est vrai que la Martinique, c'est une île qui est magnifique et moi, je sais pas comment ça se passe en Nouvelle-Calédonie, mais on a beaucoup de touristes, généralement quand on va à la plage ou autre part ailleurs, qui nous arrêtent et qui nous disent: «Ah, votre île, elle est magnifique, c'est génial, il y a des choses à faire, c'est vraiment énorme et tout, c'est génial», voilà. Et je me dis: «Ben, c'est dommage parce qu'en fait, elle est pas si bien représentée parce qu'elle n'a pas encore trouvé, je pense, son identité ou en tout cas son identité a changé et évolué». Et donc aujourd'hui, ben, c'est important qu'elle puisse retrouver une identité, son identité et qu'elle puisse la diffuser, dans le monde. Parce que finalement, en fait, tous les pays sont brandés d'une certaine manière. Paris, c'est le luxe, voilà, c'est le chic parisien, oui, tellement c'est la France, mais on parle de Paris seulement, voilà. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. C'est le luxe. Les États-Unis, alors eux, ils sont royaux dessus parce que pour moi, les États-Unis, c'est même pas un pays, c'est une entreprise. Il y a Sainte-Lucie, c'est les mariages, c'est le romantisme. Il y a la Dominique, c'est les paysages, c'est la nature. Et donc, pourquoi on viendrait sur l'île de la Martinique? Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? Et moi, pour moi, la Martinique, c'est un luxe, mais c'est un luxe authentique. C'est pas le luxe froid de Paris. C'est plutôt un luxe chaleureux, coloré,
qui est respectueux de l'environnement. Et je voulais partager ça en me disant peut-être que ça fera écho pour dessiner en fait une vraie marque Martinique. Pour le coup. C'est super beau comme projet. Croisons les doigts. Enfin, j'arrive pas à le faire. On est bientôt Voilà. à la fin, malheureusement, de cet échange. J'aime bien, bon, parce que je suis en Nouvelle-Calédonie, de temps en temps en Polynésie, je suis née à La Réunion et j'adore apprendre des expressions. Alors, qu'est-ce que tu voudrais bien m'apprendre aujourd'hui comme expression qu'on utilise en Martinique? Une expression qui me paraît appropriée par rapport à notre échange, Sakipun l'arrivée Pekeishaï. En gros, c'est une expression pour dire que ce qui est à toi, la rivière ne peut pas l'emporter. Littéralement, c'est ça. Ok. Mais concrètement, ça veut dire que ce qui est à toi ne pourra pas être retiré par qui que ce soit ou quoi que ce soit, en fait. Donc, le pouvoir, Mm. la puissance, en tant qu'être humain, bien sûr, en tant que dirigeant et en tant que femme de pouvoir, bien entendu. Ouais, Samantha, c'est ça. merci beaucoup. J'ai adoré cet échange avec toi. J'adore ton énergie, j'adore ton univers. Et là, effectivement, eh ben, tu viens de poser ton empreinte. Merci pour ça, merci d'avoir partagé ton quotidien, ta vision des territoires et ta vision des marques éternelles. Et je te souhaite vraiment d'être une marque éternelle. Merci Marie, merci de m'avoir reçue. J'ai passé un super moment, comme à chaque fois qu'on échange toutes les deux. C'est vrai. Et j'espère que qu'on continuera. Avec plaisir, hein, avec très très grand plaisir. Merci beaucoup, Samantha. Merci Marie. Samantha est stratège de marque et créatrice de Fanny Branding. La voix, un souffle venu des trois océans, celui de nos dirigeants qui inspirent et qui transforment le monde.